Maintenant, je vais vous donner mon avis sur les propositions pour l'égalité réelle des personnes handicapées, le programme 2005-2025 du PCF. Alors d'abord, je dois saluer la démarche, saluer le travail qui a été fait, et je dois dire que le PCF est aujourd'hui le parti ou un des partis les plus avancés sur la question du handicap. Et que d'une manière générale, le problème, c'est que la gauche, elle est quand même pas du tout à la hauteur de l'enjeu, n'ayant toujours pas compris qu'il ne s'agit pas d'une question médicale, mais bien d'une question de droits humains, de droits fondamentaux. Et que ce ne sont pas ni nos incapacités ni nos déficiences qui empêchent notre participation à la vie en société, mais bien des choix politiques qui ont été construits depuis 50 ans et qui continuent par l'organisation de la ségrégation littérale des personnes handicapées. Alors je note enfin que je note avec satisfaction que dans ce programme, la question politique, elle est posée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question qui est éminemment politique. C'est pas une question qui est ni de droite ni de gauche, qui pourrait se résoudre dans le consensus. Non, c'est une question éminemment politique. Et je dois dire quand même par honnêteté que ceux qui ont avancé aussi sur le sujet, c'est Europe Écologie Les Verts qui a voté une motion antivalidiste il y a 2 ans. Mais le problème, c'est qu'il y a encore chez eux des gens qui font tout pour empêcher l'approche antivalidiste. Alors il y a un travail en cours avec cette organisation et j'espère qu'on va pouvoir avancer. En tout cas, je note que seul le PCF, le PS Parti socialiste et PEPS pour une écologie populaire et sociale dont je suis membre, ont signé en juin dernier l'appel pour une société antivalidiste pour soutenir les propositions urgentes et antivalidistes que j'avais proposées avec les collectifs et les militants antivalidistes. Je note aussi que dans le programme, dans les propositions faites par le PCF, est évoquée la CNCDH, c'est-à-dire la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui juge enfin qui a raison hein, de dire que la loi de 2005 ne respecte pas la Convention. Par contre, ce qui est problématique, c'est de citer cette organisation parce que cette organisation elle-même ne respecte pas la Convention, puisqu'elle a accepté en son sein, pour représenter les personnes handicapées, une représentante de l'APF, qui est une organisation gestionnaire de lieux de privation de liberté. Et ça, c'est d'autant plus inquiétant que la CNCDH, hein, avec le défenseur des droits, est chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la Convention pour la France. Et je pense que, et ça fait partie des demandes des organisations antivalidistes, il faut absolument que nous ayons des gens indépendants. Or, chez le défenseur des droits, là aussi, c'est une ancienne de l'APF qui est en charge du handicap. Donc, on a des gens qui sont dans le conflit d'intérêts, qui sont chargés d'assurer le suivi. Ça, c'est problématique. Après, je pense que ce que propose le PCF sur la représentation des personnes handicapées ne va pas assez loin. D'abord parce que, comme je l'ai dit, il faut simplement déjà commencer par modifier l'article 1er de la loi de 2005. Et ce que je propose aussi, c'est d'organiser des élections en prenant les personnes qui ont un dossier MDPH et celles qui ont un dossier CPM ou MSA en tant que titulaires de pension d'invalidité. Et il faut que ce soit les personnes handicapées qui élisent leurs représentants en ayant la garantie qu'il s'agisse d'organisations représentatives, avec des élections au niveau local, départemental, puis régional et national. Et surtout, le CNCPH, donc, qui est le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est censé nous représenter, doit cesser de voir ses membres désignés par le gouvernement. Et donc, c'est à nous d'élire hein, nos représentants, c'est pas au gouvernement de les désigner. Et surtout, ce CNCPH doit cesser de laisser la parole aux organisations gestionnaires, qui sont toujours majoritaires en son sein, avec l'arnaque de la création d'un soi-disant collège de personnes handicapées, qui aura fait long feu, hein, qui n'a pas réussi à faire le plein, parce que les organisations réellement représentatives, elles veulent pas aller siéger avec des organisations qui sont majoritairement gestionnaires et qui tiennent les rênes de ce CNCPH. Donc, ce qu'il faut, c'est respecter l'observation générale numéro 7 de l'ONU, qui dit clairement que pour être qualifié d'association représentative, il faut d'une part être composé majoritairement de personnes handicapées, dirigé majoritairement par des personnes handicapées, et surtout, condition cumulative, n'avoir aucun lien avec la gestion d'établissements et de services. Ce qui interdit que l'APF, la PAJH, l'ADAP, l'AFM, la FNAT et toutes ces organisations qui parlent en notre nom continuent à parler à notre place. Et c'est
parce qu'elle parle à notre place que depuis 50 ans, nous avons un tel retard dans ce pays. Sur la question du travail que vous évoquez à juste titre, je dirais que le mécanisme, il est vicié. D'abord parce qu'un taux d'emploi de 6%, alors que le nombre de personnes handicapées dans une population, c'est 16%, ça pose problème. Et il faut savoir que ça aussi, c'est les gestionnaires qui ont négocié ça pour réussir à caser les ESAT et autres, je dirais, saloperies, hein, parce que il n'y a pas d'autre mot pour ces organisations. Et puis surtout, 6% de taux d'emploi, ça veut dire que plus vous produisez de handicap dans l'entreprise, plus vous avez de pénibilité, plus vous êtes récompensé, puisque plus vous avez de salariés handicapés. Et donc, plus vous diminuez votre contribution au fonds AGFIP et PHFP. Donc déjà, ça, c'est un mécanisme qu'il faut complètement revoir. Après, je suis plutôt d'accord pour vos propositions sur l'emploi, mais je pense qu'il reste à définir ce qu'on appelle l'emploi, le travail, et quelle place pour l'activité. Parce que, il y a des personnes pour qui, en tout cas dans la logique capitaliste et productiviste aujourd'hui qui existe encore dans notre pays, je ne vois pas comment ils pourraient trouver un emploi. Et après, je pense que là où j'ai un désaccord avec vous, c'est que vous dites qu'il faut accorder les droits du travail aux gens qui travaillent en ESAT. Moi, je vais plus loin, je dis qu'il faut fermer les ESAT. Parce que les ESAT, c'est des lieux de ségrégation. De quel droit on regroupe les personnes pour les exploiter? Même avec un contrat de travail en ESAT, ça reste des lieux de ségrégation. Reste des lieux où on réunit les personnes handicapées, où elles ne sont pas dans la société avec les autres. De même pour les entreprises adaptées. Donc, pour moi, il doit y avoir une obligation d'emploi en milieu ordinaire avec tous les accompagnements nécessaires, avec tous les aménagements raisonnables, ce qui n'existe toujours pas. Sur l'accessibilité, hein, comme j'ai dit précédemment, il n'y a jamais eu 100% de logements accessibles. Ça n'a jamais été prévu dans la loi. Il y a toujours eu le principe d'un quota. Et c'est ce principe du quota qu'il faut combattre. Alors, je note néanmoins avec beaucoup de plaisir que vous reprenez ma proposition d'obligation donc de 100% accessible avec l'obligation d'un ascenseur dès le premier niveau, parce que c'est la condition sine qua non pour avoir 100%. Donc ça, c'est extrêmement positif. Par contre, il ne faut pas se contenter de construire tous les logements neufs accessibles, mais il faut aussi se donner les moyens de mettre en œuvre la réhabilitation de l'existant en rendant systématique la mise en accessibilité. Et là, on a des modèles hein, avec les travaux réalisés par nos prix Nobel d'architecture, hein, le prix Pritzker, qui démontrent que des architectes qui sont formés peuvent faire du bon travail. Je pense notamment à Lacaton et Vassal, qui ont fait un travail formidable à Bordeaux. J'ai produit un rapport que certains peuvent retrouver et qui démontre tout cela. Il reste maintenant donc à construire une loi véritablement progressiste et pas la PPL hein, du député Brun et qui assure un fonctionnement optimal des ascenseurs en France avec une véritable maintenance préventive et avec des obligations d'intervention dans l'heure pour toute personne qui est bloquée chez elle ou en bas de chez elle, faute de pouvoir prendre les escaliers. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est que quand une personne est bloquée dans la cabine qu'il y a un arrêté qui prévoit l'intervention dans l'heure. Et il faut aussi que la France a un énorme retard en termes d'équipement d'ascenseur, surtout si on compare à l'Espagne. Là encore, c'est encore une fois un choix politique, pas un choix économique, parce que ce qui est important à dire, et j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, c'est que le surcoût de l'accessibilité dans le neuf, et c'est pas moi qui le dis, c'est moins de 1%. Donc ce n'est pas une question économique, c'est bien un choix politique. Et ce surcoût de 1%, de moins de 1%, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale, c'est un rapport de 2008 et c'est démontré dans le monde entier. Euh, Point important, je vous rejoins sur le fait que c'est l'État qui doit contrôler la question de l'accessibilité et que doit cesser le scandale des entreprises privées de contrôle dont le clientélisme et l'absence de formation amènent à produire des attestations de complaisance, hein, parce que c'est le terme. Et sur l'éducation, vous allez dans le bon sens, mais je pense qu'il est important de comprendre que le rôle essentiel de la formation des enseignants, sans aucune exception, est la question des aménagements pédagogiques. Et surtout, il faut remettre en cause une école de la République qui est une école élitiste et qui finalement développe un esprit de compétition au lieu d'une approche de la coopération qui, elle, serait essentielle pour construire une société beaucoup plus égalitaire.